Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Enfin, arrivée parce que la manière dont aujourd'hui nous avons des tout nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, parce que l'IA n'est pas une nouvelle technologie, je le rappelle, bien évidemment, mais ce qui a vraiment créé un shift dans la tête des gens, c'est parce que nous avons vu les premiers modèles, donc ChatGPT et après DeepSeek, Gemini et tout le reste, nous proposer des modèles capables de comprendre en un instant donné, en un claquement de doigts, nos questions, nos instructions. Et c'est surtout cette manière, en fait, avec laquelle ces modèles ont été implémentés qui nous a permis d'être là aujourd'hui où nous en sommes. Alors, j'aimerais évoquer ici dans cette vidéo parce que il y a un sujet très, très essentiel. Quand je dis que l'IA est vraiment une technologie époustouflante, c'est parce que j'estime aussi, de l'autre côté, quand j'observe certains, entre guillemets, experts là dehors qui se disent experts, ne pas déjà connaître réellement comment cela fonctionne, parce que derrière, il y a des formations à vendre à but lucratif, etc. Mais également, même quand même certains auraient une certaine connaissance, la plupart du temps, c'est de ne pas la diffuser. Et j'estime pour moi que cela est un crime, en fait. Donc, ici, je vais prendre un des aspects les plus cruciaux dans la mise en place et l'implémentation des systèmes donc, type LLM pour pouvoir vous montrer toute la puissance de ce qui se passe chaque fois que vous utilisez un outil de type LLM de ce genre. Alors, le problème, il est celui-ci, où le schéma, le voici. Chaque fois que vous interagissez, donc chaque fois que vous entrez des instructions, un prompt au niveau de votre interface, de votre LLM préféré, vous avez une réponse en général qui vous est fournie par le LLM. Cette réponse-là, justement, beaucoup se demandent souvent comment est-ce que le LLM en question, donc le grand modèle de langage, arrive-t-il à trouver la réponse à la question. C'est ça en fait euh, la problématique de cette vidéo. Je souhaiterais vous amener dans le complexe de la recherche réellement de cette information-là. Comment cette information a été trouvée par le système et surtout, quels sont les mécanismes que l'on active derrière qui sont mis en activation pour pouvoir trouver cette réponse en question. C'est là le cœur de cette vidéo. Alors, l'utilisateur entre ce qu'on appelle un prompt, donc une instruction au niveau de l'interface, ok. Il tape une phrase, ok. Cette phrase, d'accord, va premièrement être convertie par un mécanisme d'encodage en un vecteur, donc en une représentation numérique. Donc comme ceci, un vecteur avec des chiffres, ok. Là, comme ceci. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que cette représentation numérique, ce vecteur en question, va aller dans une géante base de données, de connaissances, où se trouvent également d'autres vecteurs, donc d'autres vecteurs, V1, V2, Vn, ok. Ici, dans cette base de vecteurs, nous avons des milliards et des milliards de vecteurs, là, ici. Pourquoi? Parce que ces vecteurs, en fait, c'est ce que l'on appelle la notion de vecteur embedding. Donc, embedding pour dire, en fait, sémantiquement, un vecteur qui encapsule une représentation d'une information. Ces vecteurs ici ont été obtenus justement par l'entraînement du LLM en question sur des grands corpus de textes, de publications, de livres, d'informations, de notes d'articles récupérés sur Internet ou dans des bibliothèques ou dans des livres. Wikipédia en 2011, on était à plus de 30 milliards d'articles confondus. Là, c'était en 2011. Mais imaginez aujourd'hui 2020, 25, etc. Donc, la question justement, c'est comment le LLM en question, le système arrive-t-il à savoir que la réponse que vous souhaitez se trouve peut-être, disons, au vecteur VI, donc avec comme indice peut-être 10 millions. C'est vraiment très, très technique, mais c'est très puissant en même temps. Il y a des mécanismes justement qui font en sorte que nous en arrivons à trouver
ce vecteur en question. Alors, première approche. La première approche consiste en quoi? Consiste à, une fois donc, la phrase de l'utilisateur convertie en un vecteur, donc en un vecteur d'embedding qui est une représentation sémantique, parce que la machine ne comprend que des chiffres, le système. Je rajoute encore un élément pour ceux qui aimeraient aller beaucoup plus loin, pour ceux qui aimeraient creuser. Intéressez-vous justement à l'architecture des réseaux neuronaux. Donc ici, nous avons des réseaux neuronaux qui prennent en entrée des chiffres de représentation et pas plein de mécanismes de propagation et des rétropropagations. Nous obtenons ce vecteur dense qui est donc le vecteur d'embedding qui encapsule la représentation de l'instruction en langage naturel de l'utilisateur. Je passe. Donc, je vous donne la réponse. Maintenant, lorsqu'on arrive ici, pour la comparaison, d'autres mécanismes se mettent en jeu. Première approche, donc premier mécanisme, de manière toute simple. Alors, cette base géante contient donc des milliards et des milliards, des trillions de vecteurs. Donc, effectivement, la première approche toute bête et méchante, c'est de comparer vecteur par vecteur. Alors, quand on parle de comparaison ici, il y a un élément qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'on parle de comparaison de distance, par exemple. Donc, on va comparer la distance que fait V0, donc le vecteur de l'utilisateur, d'embedding de l'utilisateur, à chacun des vecteurs se trouvant ici dans cette liste. Donc, V0, V1, on va calculer cette distance. Ensuite, on va calculer la distance V0, V2, ainsi de suite, jusqu'au dernier vecteur. Comme je vous ai dit, il y a cette approche évidemment qui est d'emblée très très facile à concevoir. Donc, lorsqu'on effectuera le calcul de chacune de ces distances-là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller récupérer dans cette liste-là la distance la plus petite, la distance donc minimale, la plus minimale, donc le minimum en termes de distance, et le vecteur donc qui aura fait en sorte que on aura obtenu la distance la plus minimale sera donc le vecteur considéré comme étant la réponse liée à la question de l'utilisateur. Et c'est ce vecteur, donc disons si c'est VI, ok, donc avec I, disons 10 000, donc ça veut dire que c'est le vecteur V 10 millième qui a permis donc d'obtenir une distance minimale avec avec le vecteur V0 de l'utilisateur. Et c'est donc ce vecteur-là qui va être envoyé dans un mécanisme de décodage. Ici, il y a un décodeur. Pour traduire maintenant, parce que évidemment, c'est un vecteur de même type comme c'est un vecteur, et puisque l'utilisateur comprend un langage naturel donné, donc le décodeur, lui, va s'en charger de convertir cette représentation numérique, donc de vecteur, en un langage naturel donné, donc le langage que l'utilisateur a utilisé. Voilà ce qui se passe à chaque fois que vous communiquez avec ces outils-là. Comment les réponses vous sont restituées. Alors, j'espère que déjà à partir de ce niveau, ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe derrière un arrière-plan, à chaque fois. C'était une entrée justement pour vous permettre de comprendre la base fondamentale de ce qu'on appelle la recherche vectorielle. Ça, donc, la recherche, évidemment, à partir de ce mécanisme que je vais vous donner, comparaison par distance. D'autres mécanismes de comparaison existent également. Là, il y a le cosinus, il y a le produit scalaire. Il y a également ce qu'on appelle l'indexation, le fait d'indexer. Ici, ça a été de comparer donc par distance euclidienne, évidemment, vecteur par vecteur. Sauf que, en réalité, comme je vous ai dit, cette méthode précisément, bien qu'elle fonctionne, mais ça ne fonctionne que pour des échantillons de données très petits. Donc, en général, pour une limite de 1 million de vecteurs, ça, vous pouvez l'utiliser. Mais quand vous voulez vraiment mettre sur pied des systèmes de type ChatGPT, DeepSeek, vous allez vous heurter à la taille de ce vocabulaire. Parce que, évidemment, ici, c'est ce qu'on appelle le vocabulaire. Donc, l'ensemble, évidemment, des vecteurs qui encodent tous les tokens que le modèle possède. Vous allez vous heurter à cette taille parce qu'évidemment, ici, nous avons des trillions de vecteurs. Donc, des vastes quantités de données. Il faut trouver maintenant le moyen astucieux de ne pas faire la comparaison vecteur par vecteur
par rapport au vecteur de l'instruction de l'utilisateur, mais d'aller prendre un échantillon, bien sûr, donc encore faudrait-il savoir s'y référer, mais je vous donne l'idée de comparer directement un certain nombre de vecteurs qui pourraient correspondre à la réponse de l'utilisateur. Un pool, un cluster de vecteurs dans lesquels nous allons retrouver potentiellement la réponse ou les réponses les plus susceptibles d'apporter une réponse clé à l'utilisateur. C'est comme par exemple lorsque vous posez une question sur Google, Google vous classe effectivement des pages en fonction de la pertinence de votre question. C'est ce mécanisme derrière qui est mis en place dans le système de recherche vectorielle. Il y a ce que l'on appelle maintenant dans cette représentation d'indexation. Alors, un index, je le définis, c'est une structure de données qui va nous permettre de parcourir la représentation des vecteurs afin d'apporter une réponse à l'utilisateur. Maintenant, d'autres mécanismes beaucoup plus intelligents nous permettent d'aller plus rapidement. En faisant quoi? De la théorie des graphes, en utilisant la théorie des graphes pour représenter l'ensemble des vecteurs des connaissances que le LLM a dû rencontrer lors de son entraînement. OK? Lors de son entraînement qui a été validé, évidemment. Donc, je vous dessine ici rapidement un graphe comme ceci. OK? Chaque nœud que vous voyez ici est la représentation d'un vecteur donné. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de dire quoi? C'est de dire que, bon, imaginez, hein, ça c'est un graphe en miniature, mais vous avez des milliards et des milliards de nœuds. OK? Maintenant, la question, elle est celle-ci. C'est toujours la même. L'utilisateur tape un prompt, sa phrase est convertie en un vecteur donné, et chaque nœud ici sont potentiellement des réponses à la question de l'utilisateur. Sauf que, comme il y en a des milliards, il y en a certains nœuds qui correspondent évidemment à la réponse de l'utilisateur, mais d'autres pas. Donc, il nous faut aller directement dans la partie des nœuds qui correspondrait à la réponse de l'utilisateur. Et là, la théorie des graphes nous fournit certains modèles mathématiques pour parcourir en fait ce graphe qui contient des milliards et des milliards de nœuds pour aller directement taper dans le nœud qui est le nœud le plus le bon candidat entre guillemets. Et je n'entre pas dans d'autres détails que cela, mais il y a d'autres mécanismes évidemment qui nous permettent de ne pas parcourir à la fois, je vous donne en tout cas un élément de réponse, de ne pas parcourir tous les nœuds, parce que évidemment, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Il y en a plusieurs nœuds. Donc, il faut trouver ce mécanisme de navigation. C'est comme une carte GPS dans laquelle vous devez vous promener de ville en ville, mais en optimisant votre parcours sur le chemin. C'est exactement ce qui se passe ici. Bon, pour ceux qui aimeraient un peu creuser beaucoup plus loin, intéressez-vous à la méthode HNSW, en anglais Hierarchical, pardon, Navigable Small World. Ok, ça, vous allez retrouver cette approche qui est utilisée côté OpenAI. D'autres approches également sont utilisées, bien évidemment. Mais pour l'heure, voilà l'essentiel de ce qu'il faudrait savoir, ce qui se passe derrière un arrière-plan. C'est très, très important. C'est là où se situe réellement le travail d'un expert vraiment, pour le coup, en entreprise, lorsque cet expert est appelé pour pouvoir concevoir et créer des LLM véritablement intelligents. Parce que imaginez que, en tant qu'expert, si on vous appelle pour une entreprise de concevoir un chatbot intelligent pour une grande entreprise, une grande compagnie d'assurance, une grande compagnie d'automobile, bref, cette compagnie en question, sur un siècle, a des milliards et des milliards de données de ses clients, de ses utilisateurs, etc. Si vous ne parvenez pas à bien implémenter ce mécanisme de recherche vectorielle, d'implémentation, vous allez avoir un LLM qui est stupide parce que le LLM en question ne sera pas capable, lors du parcours de la recherche des informations que les utilisateurs posent, de récupérer les bonnes informations ici. Tout l'enjeu se situe là. Les prochains, dans d'autres secteurs bien donnés, bien évidemment, et c'est ce qui a fait la puissance de DeepSeek, c'est que DeepSeek a utilisé moins de ressources que ChatGPT et a été beaucoup plus intelligent dans l'amélioration de l'index qui a permis donc de parcourir ce graphe en question.
Voilà, je vais m'arrêter là. On s'abonne, on like, on partage massivement cette vidéo. Et si vous souhaiterez encore aller beaucoup plus loin, mettez en commentaire vos avis et vos remarques, bien évidemment. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.